Guadeloupe, actualité. En fait, c'est des jaloux que vous voulez faire. J'ai le droit d'avoir plusieurs réponses. Allez-y. J'aime beaucoup la Basse-Terre et j'aime beaucoup le relief de la Soufrière et les balades dans la forêt primaire. Nous sommes à Basse-Terre avec monsieur le préfet de région Alexandre Rouchat. Bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir à votre bureau à Basse-Terre et nous allons vous poser un certain nombre de questions. Le PIJ va vous poser un certain nombre de questions et j'espère que vous allez pouvoir y répondre. Oui, bien sûr. La première question, monsieur le préfet, que j'ai envie de vous poser, qui est Alexandre Rouchat ? Drôle de question. Qui est Alexandre Rouchat ? J'ai 53 ans. Je suis le préfet de la Guadeloupe. Je représente le gouvernement français ici et tous les ministres qui sont présents à Paris ont leur politique publique et ils chargent le préfet, comme partout d'ailleurs, comme dans tous les territoires de la République, d'appliquer les différentes politiques. Et donc voilà, c'est moi qui représente l'État ici en Guadeloupe. Quel a été votre parcours scolaire et universitaire ? Moi, j'ai un parcours un peu atypique pour les préfets, parce que je ne suis pas issu de la grande administration. J'ai un cursus d'officier de l'armée de terre. J'ai fait, il y a beaucoup d'années maintenant, Saint-Cyr, donc l'école d'officier. Et ensuite, j'ai eu une première carrière d'officier dans les troupes de marine, ce qui m'a amené d'ailleurs à venir ici en Guadeloupe en 1999, et à partir en Nouvelle-Calédonie aussi, un petit peu avant. Et puis ensuite, j'ai décidé de changer. Quand on est officier, on nous fait faire des études couramment, et donc on fait ce qu'on appelle l'école de guerre. Et moi, à l'époque, j'ai décidé de faire autre chose, d'avoir une autre vision, et j'ai décidé de faire l'ESSEC, qui est une école de commerce, qui était complètement différente de ce que je faisais jusque-là. Et à partir de là, ça m'a donné d'autres idées, notamment sur les finances, sur le monde de l'entreprise, et puis sur le monde de l'administration. Et puis petit à petit, comme ça, je me suis retrouvé dans l'administration de l'Outre-mer et du ministère de l'Intérieur. Et donc j'ai eu quelques postes dans ma carrière, dont un poste de secrétaire général du Haut-Commissariat, qui n'est pas la préfecture, en Polynésie française, il y a une dizaine d'années. Et puis je suis revenu, j'ai eu des fonctions au ministère de l'Intérieur, notamment dans la police nationale, où j'ai été sous-directeur des finances. Et puis ensuite, j'ai eu des fonctions assez longues à la délégation à la sécurité routière, ce qui explique pourquoi je suis particulièrement attaché à ce sujet ici. Et puis ensuite, j'ai été nommé préfet de la Meuse. Et puis 18 mois après ma nomination dans la Meuse, on m'a demandé de venir en Guadeloupe. Et donc je suis arrivé ici il y a presque 2 ans et demi maintenant. C'est vous qui avez demandé de venir en Guadeloupe ? C'est moi qui ai demandé de partir outre-mer et de retrouver des responsabilités outre-mer. Et pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis amoureux des outre-mer. Je vous l'ai dit, j'ai commencé ma carrière en Nouvelle-Calédonie, il y a maintenant presque 30 ans. Et puis ensuite, j'ai été en Polynésie française, j'ai été ici en Guadeloupe, j'ai été en Guyane. Donc je suis amoureux des outre-mer parce que ce sont des territoires qui sont particulièrement attachants, et notamment leurs habitants sont particulièrement attachants, puis ce sont des territoires dans lesquels il y a énormément de travail pour un représentant de l'État, parce que l'État est quelque chose qui est très important ici, comme vous le savez. Alors, c'est à la fois l'État celui sur lequel on compte beaucoup, puis celui sur lequel on tape beaucoup. Donc c'est toute cette ambiguïté qui est intéressante quand on est représentant de l'État. Vous êtes arrivé en Guadeloupe en plein Covid. On a su que vous avez eu le Covid quand vous êtes arrivé. Comment vous avez pu gérer ça ? En fait, je suis arrivé effectivement, alors en plein Covid, je suis arrivé presque au début du Covid ici en Guadeloupe, puisque la première vague, vous vous souvenez de la première vague du Covid, il y a eu le confinement, mais il y a eu très peu de cas. Mon prédécesseur avait géré ça avec un confinement comme en Martinique d'ailleurs. Moi, je suis arrivé au moment où la vague reprenait. Et effectivement, j'ai été malade du Covid, mais c'était complètement asymptomatique. Je ne m'en suis même pas aperçu en fait. C'est parce que j'ai fait un test. Vous vous souvenez, à l'époque, je recommandais de faire un test 7 jours après son arrivée. Mais si vous regardez bien, c'est 7 jours après mon arrivée, j'ai fait ce test et je me suis aperçu que j'étais positif. Et donc je me suis isolé parce que j'ai décidé d'appliquer dès mon arrivée la transparence. Voilà, concrètement, il était hors de question que j'aurais pu dire que j'avais d'autres choses à faire, mais voilà, j'ai préféré le dire tout de suite. Et donc la gestion de Covid, ça m'a plongé directement dans la Guadeloupe, dans la gestion de crise et dans la crise sanitaire, avec ce Covid, avec ces vagues qui se sont succédées les unes après les autres, dans une difficulté que je ne connaissais pas le territoire. La dernière fois que j'étais venu en Guadeloupe, c'était il y a une dizaine d'années. Je ne connaissais pas les interlocuteurs, donc j'ai appris à connaître tous mes interlocuteurs. Je pense aux collectivités, je pense aux autres services de l'État, je pense aux élus. À travers cette crise Covid, ça m'a fait rentrer d'une façon un peu particulière dans la Guadeloupe, mais à l'usage et à rebours, je m'aperçois que maintenant j'ai une connaissance très fine de mes interlocuteurs, du contact que je peux avoir avec eux, de ce que je peux faire avec eux, de ce que je ne peux pas faire avec eux. Et donc ça m'aide beaucoup dans mes activités, y compris aujourd'hui où,
comme on l'espère tous, le Covid est plutôt derrière nous. Quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes arrivé en Guadeloupe? Les impressions en Guadeloupe, alors je m'étais préparé à venir en Guadeloupe parce qu'on est, on est nommé sur un poste de préfet, ça peut aller très très vite, mais quand on vient outre-mer, on est sélectionné. Donc en fait, on a un petit cursus pendant lequel on sait qu'on nous prévoit pour partir outre-mer et donc pour la Guadeloupe, donc j'avais eu le temps de me préparer. Donc je n'ai pas été étonné de ce que j'ai vu en Guadeloupe, j'ai été étonné de la violence de la Covid quand elle s'est abattue sur nous, et j'ai été agréablement, je ne vais pas dire surpris, mais mon constat en tout cas a été conforté sur la capacité de résilience de la Guadeloupe et des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens. C'est une grande qualité d'être capable de résister à des crises comme celle qu'on a connue du Covid, comme celle qu'on a connue ensuite, comme celle qu'on a connue avec Fiona. C'est aussi une sorte de crise. Donc cette capacité à pouvoir résister, cette capacité à pouvoir rebondir tout de suite après. Donc ça, c'est vraiment une force très importante en Guadeloupe. La gestion du Covid a été un moment très difficile pour vous? Elle a été très difficile pour tout le monde. Elle a été difficile pour la directrice générale de l'ARS de l'époque, elle a été difficile pour moi, elle a été difficile pour tous les habitants, pour tous ceux qui ont été malades, pour tous ceux qui sont allés à l'hôpital. Elle était très difficile pour le personnel soignant, elle était très difficile pour les forces de l'ordre qui étaient chargées de mettre en œuvre toutes les mesures que nous avions. Donc en fait, c'est collectivement qu'elle a été difficile à gérer. Mais même si elle était difficile à gérer, on est passé à travers toutes ces crises. Il y a eu beaucoup d'énergie qui a été déployée, il y a eu beaucoup de morts, beaucoup trop de morts en Guadeloupe. Rappelez-vous la 4e vague, avec un millier de personnes qui ont décédé en un mois, pendant cette vague qui a été très 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 violente. Mais il n'empêche qu'on est passé au travers de cette crise et aujourd'hui, on voit dans la période dans laquelle on vit aujourd'hui avec les chantées de Noël, on voit bien la préparation des fêtes de fin d'année, on voit déjà dans la préparation du carnaval que les gens sont passés à autre chose et ont envie de passer à autre chose. Et que, voilà, que cette vague a été très compliquée à gérer, mais que voilà, on aspire maintenant à autre chose. Comment s'organise la journée d'un préfet en Guadeloupe? La journée d'un préfet est une journée qui est assez dense en général. On commence assez tôt le matin, tout simplement parce qu'on est en contact avec Paris. Vous savez qu'on a besoin d'être en relation avec les ministères et donc les plages de temps partagées avec Paris, c'est plutôt tôt le matin pour nous. Et puis moi j'aime bien me lever tôt, particulièrement outre-mer, et de voir le soleil se lever parce que j'aime beaucoup la lumière du matin. Ça m'aide beaucoup à travailler et puis on est à peu près seul pour vaquer à ses occupations. Et puis ensuite, mes journées, elles sont occupées entre les réunions qui me permettent de caler, d'organiser les choses ou de se coordonner avec les services de l'État, se coordonner avec les acteurs socio-économiques, se coordonner avec les élus. Et puis les visites de terrain. Moi, je privilégie beaucoup le contact et les visites de terrain. J'essaie d'en faire la moitié de mon temps en dehors de mon bureau, en dehors de Basse-Terre, pour aller au contact des communes, pour aller au contact des entreprises, pour aller au contact des associations. Là, cette semaine, par exemple, j'ai passé toute la semaine au colloque scientifique chlordécone, au séminaire de valorisation des sargasses qui s'est tenu hier, au rendez-vous des acteurs de la solidarité, hier également. Aujourd'hui, c'était une journée particulière puisque c'était le chanté Noël de la préfecture. Parce qu'on l'oublie, mais à la préfecture, il y a beaucoup d'agents qui travaillent pour les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens. Et aujourd'hui, comme dans beaucoup d'organisations, de structures, d'associations ou d'entreprises, eh bien, on célébrait le chanté Noël. Donc il y avait un déjeuner avec l'ensemble des agents de la préfecture et de la sous-préfecture et des autres services de l'État. Donc vous voyez, voilà, c'est assez dense, mais l'objectif c'est de préparer, de coordonner un certain nombre de choses et d'être sur le terrain pour voir les concrétisations de ce qu'on décide. Comment vous organisez vos rencontres avec les forces vives du territoire afin de mieux connaître ou être au plus près de la problématique locale? En fait, il y a plusieurs étapes. Alors déjà, premièrement, comme je le disais tout à l'heure, je suis arrivé en pleine crise Covid. Donc en fait, je les ai rencontrés par écran interposé. C'était des visioconférences. Mais le Covid m'a permis, dans toutes les phases de coordination qu'on avait décidé de conduire avec les élus, avec les acteurs socio-économiques, avec les personnels de santé, si je veux schématiser, on avait des réunions régulières. Toutes les semaines, par exemple, on réunissait ce qu'on appelle le comité des élus. Le comité des élus, c'était tous les élus du territoire, les parlementaires, la région, le département, toutes les communes étaient invitées, les EPCI. Et puis on avait aussi invité les acteurs socio-économiques, la CCI, la Chambre de commerce, la Chambre d'agriculture. Et puis on allait au-delà quand on en avait besoin. Donc vraiment, c'était une instance de partage, de concertation. Je ne vais pas dire que j'ai pris des décisions tout le temps conformément à ce qu'ils attendaient, mais en tout cas, on partageait le diagnostic. Ils me faisaient remonter leurs difficultés, leurs intentions. Je partageais avec les élus sur les décisions qu'on allait prendre. Je
pense notamment aux épisodes qui étaient les plus compliqués, de confiner, de renforcer le couvre-feu, ou à l'inverse, de déconfiner, de lever le couvre-feu, parce que ça, ce sont des mesures qu'on doit faire avec les acteurs socio-économiques et avec les élus. Et donc ça m'a permis de les connaître. Et puis, depuis que le Covid n'est plus là, c'est à l'occasion de rencontres. Moi, c'est comme ça que je privilégie vraiment le travail, c'est d'être avec eux à l'occasion de réunions, d'être avec eux à l'occasion d'ouverture de salons, de travail, de découverte d'entreprises, de découverte de secteurs d'activité, d'appui à des associations. Voilà, c'est comme ça que je conçois le travail. Est-ce que les relations avec les politiques sont bonnes en Guadeloupe? Moi, j'ai aucune difficulté de relation avec les élus du territoire. Je crois que ça se voit. Enfin, voilà, on n'est pas d'accord sur tout. On n'a forcément pas la même vision sur un certain nombre de choses. Je pense à l'an dernier, la période était plus compliquée parce que les relations avec le gouvernement étaient tendues. Mais aujourd'hui, elles ne le sont pas. Et moi, je travaille. Et en tout cas, mon objectif, c'est de travailler avec tous les élus du territoire. Quand je suis arrivé, j'ai fait le tour de toutes les communes. Voilà, pour moi, c'était extrêmement important d'aller dans toutes les communes, dès que j'ai pu le faire, d'aller dans toutes les communes, de prendre contact avec les maires de chaque commune, avec leurs équipes, avec leurs administratifs, pour qu'on me fasse découvrir leur commune, qu'ils me fassent découvrir les projets. Ensuite, évidemment, je travaille beaucoup avec la région et le département, qui sont des collectivités majeures ici, qui sont extrêmement importantes. Mais pour revenir sur les communes, je viens de recommencer depuis 3 ou 4 mois ce que j'appelle moi le circuit des communes. Donc j'ai recommencé le tour des communes où là je reste un peu plus longtemps avec elles et je découvre avec elles tous les projets et avec elles on regarde ce qui marche et ce qui ne marche pas. Sur les projets qu'on doit soutenir, sur les projets qui sont mal soutenus, sur les sujets d'autorisation qui ne sont pas là ou des projections sur l'avenir. J'étais dans la commune du Moule la semaine dernière, je suis allé à Anse-Bertrand, je suis allé à Sainte-Anne, je suis allé à Sainte-Rose et puis je prévois d'autres visites à Marie-Galante aussi, mais là je l'ai fait dans un autre cadre. Vous savez j'avais désigné une préfète qui était déléguée, qui travaillait sur le sujet, donc je me suis rendu beaucoup de fois à Marie-Galante. Donc vous voyez, c'est ça pour moi le travail, c'est d'aller avec eux et de constater sur le terrain avec eux les sujets. Et des sujets, y compris des sujets qui ne sont pas simples. Quand on est allé à Sainte-Anne, on a regardé ensemble le sujet des sargasses, qui ne sont pas un sujet très simple à traiter. Quand on est allé au Moule, on a regardé le sujet de la réhabilitation, de l'habitat insalubre, de la hiérarchie. Voilà, ce sont des sujets qui ne sont pas évidents, mais qu'il faut quand même qu'on aille voir ensemble sur le terrain. Et quelle est votre appréciation? Est-ce que vous avez des politiques qui sont ouverts à la discussion et qui vous entendent? Moi, je n'ai pas trouvé de politiques ici qui sont contre l'État et qui sont contre ce qu'on vient leur apporter. D'ailleurs, le contraire serait assez étonnant, puisqu'on est là en appui. En appui d'ingénierie, en appui de capacité à les aider à conduire des projets, en appui financier assez important, complément avec les autres financements qui existent. Donc oui, il n'y a pas de difficulté à ce qu'on accompagne, on a des moyens pour ça, on est là pour ça. Il n'y a plus aucune politique publique qui peut s'accomplir tout seul. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule collectivité ou l'État qui peut dire « cette politique-là, il n'y a que moi qui le fais ». Jusqu'à la sécurité. La sécurité, maintenant, on sait très bien que le sujet de la sécurité, il y a évidemment les forces de police et de gendarmerie, il y a la magistrature pour la partie judiciaire, mais en dessous, c'est une coproduction de sécurité. C'est-à-dire que si dans les quartiers, il n'y a pas une police municipale, si dans les quartiers, il n'y a pas des médiateurs sociaux, si on ne travaille pas sur l'aménagement du territoire, on n'arrivera pas à rétablir la sécurité ou à avoir la sécurité. Donc vous voyez, même cette fonction-là, c'est une fonction maintenant qu'on ne peut plus accomplir tout seul. On le travaille obligatoirement avec la région, le département et les communes. Pourquoi la relation avec les syndicats est mauvaise? Moi, je n'ai pas de relation difficile avec les syndicats. J'ai des relations, je ne sais pas comment la caractériser, mais en tout cas, il n'y a pas énormément de dialogue avec le collectif qui est contre la vaccination. Mais parce que la première chose qu'ils demandent, c'est de changer une loi. Moi, je n'ai aucune capacité à changer une loi. Je ne suis qu'un modeste préfet du territoire. La loi, ce sont les parlementaires qui la font. Et donc, changer une loi, c'est le Parlement qui la change obligatoirement. Il y a d'ailleurs eu des débats il n'y a pas très longtemps sur le sujet. Donc, quand on me dit que je refuse le dialogue et je refuse de rentrer en négociation, quand le premier point de la négociation, c'est de me dire de changer une loi, moi, je suis désolé, je ne le peux pas. Et on l'a suffisamment dit qu'on ne pouvait pas rentrer dans ce champ. Et puis, le deuxième point, c'est que moi, je veux parler avec les syndicats, je parle avec d'autres syndicats, que ceux que vous mentionnez, mais qui, l'an dernier, on a bien vu que du syndicalisme à l'opposition et aux manifestations, on a basculé assez vite dans autre chose. Et avec des choses dans lesquelles il n'y a eu aucune condamnation de la violence qui a été accomplie. Voilà. Moi, je garde en mémoire vraiment les événements de novembre 2021 et l'absence de condamnation d'un certain nombre de syndicats des violences qui ont été faites à l'encontre des forces de l'ordre. Monsieur le préfet, qu'est-ce qui vous donne le courage de vous lever le matin? Je vais vous faire une réponse de poète. La beauté de la Guadeloupe? De faux poète, parce que je ne suis pas vraiment un poète. Non, mais le fait de travailler pour les autres. En fait, moi,
toute ma carrière et toute ma vie, en fait, ça n'est que se dire que je me lève le matin, pas pour moi, je me lève le matin pour travailler pour les autres. Quand j'étais officier, j'étais militaire, je travaillais pour la sécurité des autres. Depuis que je suis dans le corps préfectoral et que je suis préfet, je travaille pour les autres. Moi, je ne fais quasiment rien pour moi en propre. Je fais à chaque fois, toutes mes actions, elles sont pour la collectivité, de façon générale, c'est-à-dire l'ensemble de la société, et pour les autres. Et donc c'est ça qui me guide, moi, dans mon action. C'est l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel. Quels sont les dossiers brûlants qui vous préoccupent en ce moment en Guadeloupe? On a quelques dossiers, vous l'avez cité, hein, le sujet des suspendus et de la réaction sociale que nous avons de ce point de vue-là est un sujet qui me préoccupe évidemment. Cette semaine, on a organisé un colloque sur le chlordécone. Voilà un sujet qui est un sujet de long terme, on le sait très bien, avec une pollution importante, avec des choses qui ont largement avancé depuis quelques années, depuis que le président de la République a reconnu la responsabilité de l'État et les plans chlordécone qui se mettent en place. J'ai évoqué tout à l'heure les sargasses, voilà des sujets. Et puis le principal sujet qui me préoccupe et qui me prend beaucoup de mon temps, c'est celui de l'eau et de l'assainissement en Guadeloupe. Je pense que tout le monde en a bien conscience du travail qu'il y a à faire, du fait de l'investissement que les services de l'État mettent sur ce sujet, qui n'est pas de la compétence de l'État, je le rappelle, mais on travaille énormément, moi je travaille énormément pour que le syndicat mixte qui a été créé par la loi puisse monter en puissance et puisse assumer toutes les compétences qui sont les siennes. Donc vous confirmez que l'État n'a pas pris le pouvoir sur l'eau en Guadeloupe? L'État ne peut pas prendre le pouvoir sur l'État en Guadeloupe, puisque sur l'eau en Guadeloupe, tout simplement parce que la loi prévoit que la compétence de l'eau et de l'assainissement, ce sont les collectivités qui l'ont et pas l'État. Donc si un jour vous voyez une loi qui change cette compétence, là vous verrez que l'État prend le pouvoir. Monsieur le préfet, quand certains vous appellent gouverneur, ça vous fait quoi? Ça me fait un peu rigoler parce que les gens qui m'appellent gouverneur en général, c'est plus pour la provocation. Et puis dans mon bureau, juste derrière vous, là j'ai une photo d'un gouverneur. Il est en face de moi tous les jours. Il s'appelle Félix Eboué. Voilà. Donc j'invite ceux qui m'appellent le gouverneur à se dire que finalement, moi, ma référence en termes de gouvernance, c'est Félix Eboué. Qu'est-ce qui vous agace le plus en Guadeloupe? Il n'y a rien qui m'agace. Il y a des choses qui me chagrinent. C'est notamment le fait qu'il y a pas mal de gens qui ne voient que les côtés sombres, le côté négatif des choses, et qui ne se disent pas que en fait, la Guadeloupe a beaucoup de chance. Elle a énormément d'atouts et qu'on peut énormément travailler ensemble pour avancer et que devant nous, on a beaucoup de choses positives qui sont là. Et on préfère voir que les côtés négatifs. Oui, évidemment, il y a un problème d'eau en Guadeloupe, ça c'est évident. Et si on s'arrête sur ce problème d'eau, on ne fait plus rien. Et heureusement qu'on ne s'est pas arrêté sur ce problème d'eau, parce qu'on n'arrive pas à le gérer depuis quelques années. Oui, il y a un problème de sargasses. Évidemment, il y a un problème de sargasses. Pour autant, ça ne nous empêche pas de continuer à investir sur le tourisme et de continuer à se dire que cette île est belle et qu'elle peut attirer des touristes. Oui, on a des risques naturels. Oui, il y a des tempêtes. J'étais avant avec la directrice générale de Météo France et on parlait justement des sujets des vigilances, de la prévision. Oui, évidemment, on a ça. Mais c'est ce que je disais, on a une capacité de résilience qui fait qu'après, on rebondira plus fort. Et donc, c'est ça qui m'agace un peu. C'est qu'on n'arrive pas tous ensemble, collectivement, à se dire qu'on peut avancer et on peut se développer pour que la Guadeloupe avance. Mais selon vous, ça vient de quoi? Je ne sais pas, Alors c'est assez répandu, hein, le fait que des gens préfèrent voir le côté sombre plutôt que le côté éclairé et lumineux. Il y a aussi le fait qu'il y a des gens qui aiment ça. Et il y a des gens qui cultivent ce terreau parce que c'est sur ce terreau-là qu'ils prospèrent. Parce que ce sont des conseillers, parce que ce sont des gens qui ont une intention politique derrière. Et c'est toujours plus facile de prospérer sur des choses négatives que sur les choses positives. On fédère beaucoup plus les opposants qu'on ne fédère les gens qui sont pour. Vous savez que ça, en politique, c'est extrêmement important. Et donc, c'est ça qui m'embête le plus. C'est qu'on n'arrive pas à tous se mettre dans le bon sens. Monsieur le préfet, est-ce que vous parlez créole? Non, je ne parle pas créole. Je vais pas vous mentir, je ne parle pas créole. J'essaie d'entendre le créole. Quand des gens parlent créole devant moi et qui ne parlent pas trop rapidement, j'arrive à comprendre, mais parce que c'est une langue poétique, et donc on arrive à comprendre le sens, pas la subtilité, le sens général des choses. Mais ça vous a jamais donné envie de chercher à parler Si, bien sûr. Si, bien sûr, mais ça prend du temps. Et comme vous avez noté, j'ai pas beaucoup de temps à moi. Donc, et puis moi, je veux bien étudier une langue, mais il faut avoir le temps de le faire pour le faire correctement. Et là, je ne pense pas avoir le temps de le faire correctement. Donc, je préfère l'écouter, essayer de le comprendre, plutôt que d'essayer de le parler. Et quel mot en créole que vous utilisez quelquefois entre potes, entre personnes Alors, il y a des mots
il y a des mots qui sont créoles et que je trouve plus ramassés. Par exemple, ensemble. Voilà. Moi, j'aime bien ce terme parce que je le trouve plus ramassé que le terme ensemble en français. Oui. Donc, j'aime bien cette capacité à ramasser un certain nombre de choses dans des sons plus concentrés qui expriment plus de choses en un seul mot. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer dans votre fonction? Ce qui est le plus difficile à gérer, c'est sûrement les injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'on a un certain nombre de choses qu'on doit faire et on sait très bien qu'on a aussi d'autres volets de la politique qui font qu'on y arrive difficilement. Donc en fait, c'est d'essayer de trouver les arbitrages et le chemin entre tout ça. C'est sûrement ça qui est le plus compliqué. Je vais vous prendre un exemple. On travaille sur le développement économique, évidemment, de la Guadeloupe, ce qui est un domaine qui est extrêmement important. Dans le même temps, et donc on a des politiques publiques, on a des injonctions pour développer tel type d'industrie ou tel type d'activité. Dans le même temps, on a aussi des injonctions de protéger la biodiversité, ce qui est indispensable. Parce que si on ne protège pas la biodiversité, c'est la Guadeloupe de demain qui disparaît. Dans le même temps, on a des injonctions pour parer à ce que les risques naturels on se préserve de ces risques naturels. Et quand vous avez ça, en ce moment, en même temps, vous avez des injonctions contradictoires. Est-ce qu'il vaut mieux développer un hôtel ou une activité économique sur tel endroit, mais qui a un risque naturel ou qui va avoir une perturbation de la biodiversité? Voilà. Donc c'est tous ces arbitrages-là qui sont compliqués à concilier. Comment vous arrivez à concilier vie professionnelle et vie de famille? J'ai la chance ici d'être en famille avec ma femme, qui m'a accompagné ici, mais pas mes enfants, qui sont grands, ils sont tous... Une est mariée et les autres sont à l'université à Paris, donc ils sont restés à Paris. Et donc en fait, je trouve extrêmement important d'avoir un poste comme celui de préfet en famille. Ma femme est venue ici, elle a renoncé à son travail en métropole, elle est venue ici, elle travaille maintenant ici un petit peu ici en Guadeloupe. Mais en tout cas, c'est extrêmement important pour moi de l'avoir à mes côtés parce que c'est mon conseil, c'est celle avec qui je peux parler de choses qui n'ont rien à voir avec mon métier. Et je sais qu'en novembre dernier, c'était important que je l'aie parce que c'est elle aussi qui m'a permis de parler d'autre chose et de m'échapper un petit peu de temps en temps des responsabilités qui étaient les miennes. Ensuite, c'est compliqué de concilier sa vie professionnelle et sa vie familiale avec une vie professionnelle où j'ai beaucoup d'obligations. Mon temps de travail, et en plus de mon temps de travail, ça me prend aussi évidemment les week-ends, ça me prend aussi le soir. Et donc tout ça fait que voilà, c'est parfois compliqué. Ce qui me manque le plus sont mes enfants qui sont pas ici, que j'essaie de voir le plus possible, mais ils sont en métropole, ils commencent à avoir leur vie maintenant. Donc voilà, c'est ça qui est plus, voilà, qui me chagrine parfois. Monsieur le préfet, que pensez-vous des médias et des réseaux sociaux en Guadeloupe? Alors déjà, je ne ferai pas une confusion entre les médias et les réseaux sociaux. Je pense qu'il faut... En Guadeloupe particulièrement, les réseaux sociaux sont très denses, sont très actifs, mais ils ne jouent pas le rôle de médias. Un réseau social n'est qu'un canal de diffusion, et de diffusion d'informations qu'on veut bien mettre à l'intérieur. Et parfois des fausses informations, ou parfois des informations non vérifiées, donc qui de fait deviennent fausses, ou s'avèrent être fausses. Donc ça, les réseaux sociaux, je m'en méfie beaucoup, parce que ça a été notamment pendant la crise Covid, avec le sujet de la vaccination, on a bien vu que c'était un moyen de, je ne vais pas dire de communication, ça a été un moyen d'information ou de désinformation qui était extrêmement important. À côté de cela, il y a les médias qui parfois utilisent les réseaux sociaux, mais il y a les médias qui existent et qui sont indispensables. Les médias, ils sont indispensables parce que ce sont par eux justement que l'information doit se véhiculer. Et donc, on a l'habitude de dire qu'il faut que les médias soient neutres. En fait, je ne suis pas sûr que les médias doivent être neutres. Les médias, ils peuvent avoir une ligne éditoriale, mais il faut qu'elle soit assumée. Mais ils sont indispensables en Guadeloupe. En Guadeloupe, on a la chance d'avoir beaucoup de surface médiatique, c'est-à-dire beaucoup de moyens de médias, des moyens généralistes comme vous, des moyens presse écrite. On a encore la chance d'avoir un journal de presse écrite, de la presse audiovisuelle, donc de la radio, avec des stations qui sont très écoutées. Je pense que c'est lié aussi beaucoup à la voiture, à l'utilisation de la voiture, ce qui fait que quand on est dans les embouteillages, on est content d'écouter la radio. Et puis on a aussi 2 chaînes de télévision qui sont assez dynamiques. Donc voilà, on a toute cette surface médiatique qui est importante, qui permet d'informer les gens. Mais ce qui est vrai, c'est que, et je reviens sur les réseaux sociaux, on a de plus en plus de gens qui ont l'impression de s'informer sur les réseaux sociaux. Et je pense qu'ils se trompent en s'informant sur les réseaux sociaux. Ils prennent des informations dont ils ne savent pas si elles sont vraies ou si elles sont fausses. Monsieur le préfet, comment voyez-vous la Guadeloupe de demain? Je vais vous faire une réponse de jésuite. Je vais vous poser la question parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est vous, comment vous la voyez. Vous, les Guadeloupéens, comment est-ce que vous voyez la Guadeloupe de demain? Et c'est ça qui, tout à l'heure, vous me disiez qu'est-ce qui vous chagrine. Mais
dans le fait de toujours voir le verre à moitié vide et pas le verre à moitié plein ou le côté noir, j'ai l'impression aussi qu'on n'a pas envie de se projeter. Ou qu'on ne met pas les moyens de se projeter. Et moi, c'est ça, aujourd'hui, mon leitmotiv, il est celui-là. C'est justement, que veut-on faire de la Guadeloupe dans les 15 ou dans les 20 ans qui viennent? Mais vous dites ça par rapport à quoi? Je dis ça par rapport à tout. Je dis ça par rapport au modèle démographique. Je dis ça par rapport au modèle économique. Je dis ça par rapport à l'aménagement du territoire. Je dis ça par rapport au développement qu'on veut faire sur tel ou tel axe. Parce que si on ne se pose pas cette question-là, comment est-ce qu'on va décider d'implanter telle chose, enfin tel centre, je vais dire n'importe quoi, tel centre commercial à tel endroit plutôt qu'un autre? Ou est-ce qu'il faut vraiment ce centre commercial? Si on n'a pas réfléchi à ce qu'on voulait de la Guadeloupe dans 15 ans, comment est-ce qu'on prend en compte le schéma démographique de la Guadeloupe? Vous avez vu les derniers chiffres de l'INSEE. On a une baisse de la démographie importante, on a un vieillissement de cette population. Sauf changement majeur, mais peut-être qu'il faut le provoquer, mais dans ce cas, il faut le décider, il faut mettre en place des politiques pour ça. On aura dans les 20 ans qui viennent une décroissance de la population et une population qui va vieillir. Comment est-ce qu'on fait pour anticiper ces choses, pour les prendre en compte? Comment est-ce qu'on aménage l'espace pour que les personnes qui vont être majoritairement des personnes plus âgées, qui ont plus de 65 ans en Guadeloupe, puissent continuer à vivre? Évidemment le service de santé, mais aussi les aménagements, les logements. Est-ce que le modèle de logement de demain, dans 15 ou 20 ans, c'est toujours des gens qui habitent dans les périphéries des villes avec des voitures individuelles pour se rendre dans les centres-villes ou dans les centres commerciaux? Moi, j'en sais rien. Moi, j'ai ma réponse. Moi, je pense que non. Mais ce n'est pas ma réponse qui compte. C'est la réponse collective qui doit être établie de ce qu'on veut faire. Pareil pour le développement économique. Sur quel développement économique on doit se fonder dans les 15 ou 20 ans qui viennent? Est-ce que c'est le modèle agricole de la canne, de la banane et un peu d'agriculture vivrière, ou est-ce qu'on change les choses? Est-ce que c'est toujours l'industrie touristique? Est-ce que, en termes d'aménagement, comment est-ce qu'on prend en compte le fait que le trait de côte recule, puisqu'on a une augmentation vous savez, du niveau de la mer, on a des zones de menace qui arrivent de plus en plus? Comment est-ce qu'on fait pour anticiper ça? Regardez Fiona. Fiona nous a montré que même sur des sites qu'on imaginait sûrs, c'est-à-dire en bord des rivières qui avaient été enrochés, en fait, un phénomène naturel tel qu'on a connu sur Fiona, de très courte durée mais très intense, montre que ce modèle a tout balayé. On a des rivières à vieux habitants qui ont complètement quitté leur lit alors qu'ils étaient ou à Rivière-des-Pères, alors que tout était enroché. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Et donc, moi, je retourne la question, qu'est-ce que les Guadeloupéens ou qu'est-ce que la Guadeloupe voit pour elle dans les 15 ans ou dans les 20 ans qui viennent? C'est à cette question-là qu'il faut répondre aujourd'hui. Mais juste un mot concernant votre avis à vous, personnellement, en tant que préfet. Comment souhaitez-vous voir la Guadeloupe de demain? Mais en fait, c'est pas que je ne veux pas répondre parce que j'ai mon idée, mais je ne veux pas l'exposer. Je veux que mon idée, elle fasse partie de toutes les idées qui vont être là et qui vont arriver à une prise en compte globale et collective. C'est ça qui compte le plus. Parce que quand elle sera globale et collective, en fait, elle sera prise en compte par tout le monde. Et chacun sera partie de cette idée et de cette conception. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, si vous interrogez des Guadeloupéennes ou Guadeloupéens dans la rue, vous leur dites « mais c'est quoi la Guadeloupe dans 15 ans ?» Pour l'instant, tout le monde a une idée assez vague. Il faut donc qu'on rentre dans un processus de prise en compte de chacun des avis pour bâtir ce schéma. Monsieur le préfet, est-ce que vous avez le temps de faire du sport? Pas assez. Je l'ai de moins en moins et ça m'embête de plus en plus. Je suis plutôt un coureur, j'aime bien courir et j'ai plus le temps de courir. Je cours à peine une fois par semaine maintenant alors que j'avais un rythme qui était plus élevé avant. J'arrive encore à marcher de temps en temps le dimanche et à monter à la Soufrière ou aller me balader sur les chemins du parc naturel. Ça, je suis très content de pouvoir le faire encore. Mais c'est insuffisant pour moi. J'ai besoin de courir plus. Quel est votre coin préféré en Guadeloupe? Mon coin préféré en Guadeloupe? Non, mais vous allez faire en fait, c'est des jaloux que vous voulez faire. J'ai le droit d'avoir plusieurs réponses. Allez-y. J'aime beaucoup la Basse-Terre et j'aime beaucoup le relief de la Soufrière et les balades dans la forêt primaire. Il y a des plages que j'aime beaucoup sont celles de Port-Louis, donc le grand cul-de-sac marin, mais du côté de la Grande Terre. Et j'aime beaucoup Marie-Galante. Voilà, j'ai droit à 3 réponses. Ouais. Et pourquoi justement Port-Louis, la plage de Port-Louis Je trouve je la trouve très belle, déjà pour commencer. Je la trouve pleine de quiétude. Alors moi, je parle de celle qui part vraiment là, et qui s'éloigne du centre-ville, après le cimetière. Ouais. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de quiétude en fait. C'est beaucoup de petits espaces et en même temps, devant nous, on a l'espace marin. La mer est chaude, elle est belle. Voilà, c'est pour ça que j'aime cet endroit. Et Marie-Galante? Marie-Galante, c'est parce que c'est la quiétude. Quand on pose le pied à Marie-Galante, en tout cas, ça me fait toujours cette impression. J'ai l'impression que le stress de Pointe-à-Pitre et des abîmes s'arrête.
Et donc voilà, on a envie d'y passer du temps à Marie-Galante. On a envie de s'arrêter un peu, de se promener, de découvrir tout le milieu naturel. Monsieur le préfet, pour terminer, quel message souhaitez-vous adresser aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens qui vous regardent actuellement? Mon message, c'est celui que j'ai essayé de développer en vous disant qu'il fallait qu'on réfléchisse sur l'avenir. C'est soyons positifs, regardons les bons côtés. Il y a évidemment des choses qu'il faut traiter. Ça, je vous le dis, l'eau, c'est un sujet majeur. Mais il faut qu'on regarde de l'avant et que collectivement, on aille chercher tous les points positifs de développement. Développement économique, de développement culturel, de développement artistique, tous les points positifs qui nous permettent de nous rassembler, qui vont nous permettre d'aller de l'avant. C'est ça que je souhaite pour la Guadeloupe. Et pour les fêtes de fin d'année? Pour les fêtes de fin d'année, j'espère beaucoup de paix et de joie et de retrouvailles en famille, qui sont pour moi l'instant des fêtes et de Noël notamment. C'est vraiment le moment où on se retrouve en famille. Tout ça prend du temps, c'est le temps de l'Avent pour les catholiques, c'est le temps de chanter Noël. Avec la fête de Noël et puis ensuite la nouvelle année où on se souhaitera une bonne année pour les temps qui viennent. Monsieur le préfet, merci. Merci à vous. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.